le topo tourne autour de la prise en charge de la syncope et peut-être de voir quelques actualisations sur la prise en charge de la syncope, qui est un sujet qu'on connaît bien, essaie de dépoussiérer un petit peu au vu des actualités. Et donc on sait que la syncope, c'est une problématique réelle dans notre quotidien, dans notre pratique clinique, on estime qu'il y a 20% de la population qui va faire au moins une syncope dans sa vie. Donc c'est un gros volume de consultants, un gros volume aux urgences, à peu près 1% de consultations aux urgences. C'est un gros volume d'hospitalisation, parce que 2 à 6% d'hospitalisation après le passage aux urgences. Et c'est aussi des frais de santé avec souvent des bilans qui sont un petit peu décevants, notamment en hospitalisation, avec des examens coûteux et qui ne sont pas rentables. Alors que souvent l'anamnèse va permettre de poser le diagnostic, sachant qu'au sein de la population de ces patients qui syncopent, on considère que 50 à 70% sont des patients qui ont des syncopes vagales. Et donc, les syncopes vagales, de quoi s'agit-il? Donc, c'est une interaction, là encore, entre le cerveau et le cœur, avec une physiopathologie qu'on connaît. Il y a encore quelques parts d'ombre qui restent à débroussailler. Donc, on sait que ces syncopes sont liées à une anomalie actuellement qu'on pense liée au problème de retour veineux, avec des données qui laissent entendre qu'il y a un profil de patients syncopeurs vasovagales, avec des patients qui ont un retour veineux un peu moins efficace parce qu'ils ont une tension qui est plutôt systolique plutôt basse, une diastolique plutôt élevée, un rythme cardiaque rapide, et qui, alors qu'on va avoir une épreuve pour ce retour veineux un peu fragilisé, sur une émotion forte, sur un test de patient qui va rester debout longtemps, un effort prolongé debout, on va avoir apparaître un réflexe qui se met anormalement en place. On va avoir une baisse de la précharge, un ventricule gauche qui va à ce moment-là avoir une contraction un petit peu plus vive, et le mécanorécepteur au niveau ventriculaire va s'activer, et c'est là que le réflexe vagal va se mettre en place avec une bradycardie, une vasoplégie, qui vont être responsables de la symptomatologie que tout le monde connaît. On a des données aussi intéressantes, alors en dehors de cette physiopathologie globale, sur les afférences au niveau cardiaque, et l'ablation de la fibrillation auriculaire a permis de mettre en évidence certaines zones dans l'oreillette gauche, qui sont ici représentées, où on sait qu'en allant cautériser ces zones-là, en allant ablater, on va avoir une réponse vagale. Ce qu'on appelle une réponse vagale, c'est une bradycardie excessive avec des pauses réelles pendant l'ablation. Fort heureusement, les patients sont endormis et les pauses sont transitoires. Et on sait qu'il y a des zones comme ça qui, quand on va les léser, vont léser le système vagal, et on va avoir le témoin par ces pauses, ou quand on stimule très rapidement dans ces zones-là, on va déclencher la pause. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de l'actualité des choses. Et sur la prise en charge globale, un petit peu en amont, ou plutôt en aval de cette physiopathologie. Donc ici, c'est un schéma de prise en charge assez classique, mais à mon sens, un petit peu plus modernisé. Alors, on rappelle que sur l'évaluation initiale, l'histoire clinique, là encore, c'est important de rappeler que l'anamnèse va faire le diagnostic, donc dans 70% des cas. Le CG, bien entendu, qui va permettre de faire le diagnostic différentiel, la mesure de la pression artérielle, un test de procubitus, de maintien debout, pour voir si on a une chute de tension, et ça va permettre déjà d'orienter vers un phénotype hypotensif, et donc rechercher les causes d'hypotension. Si ce n'est pas le cas, on va pousser un petit peu plus en avant les examens, et on voit que ces examens qui peuvent être en consultation, qui peuvent être faits en ambulatoire, parfois en hospitalisation, et donc on peut pousser un peu plus loin avec une mesure ambulatoire de la pression artérielle, avec des tests du système nerveux, le massage sino-carotidien, là encore les patients restent debout, le tilt test qui tombe un petit peu en désuétude, a quand même beaucoup d'experts qui ont tendance à laisser de côté un petit peu cet examen qui prend beaucoup de temps avec une rentabilité assez faible. Et là encore, ces examens vont permettre de distinguer entre l'hypotension et la systolie. Si malheureusement on n'a toujours pas de réponse sur ce premier bilan ambulatoire, on peut aller jusqu'à la mise en place de moniteurs implantables. C'est une activité qui, vous l'avez compris, est très développée, à la fois pour le bilan de l'EFA et le bilan d'AVC, mais aussi pour le bilan de syncope, et qui va permettre là encore de guider la thérapeutique, puisqu'on va pouvoir avoir l'enregistrement de l'ECG au moment du malaise, donc d'attester de l'existence d'une asystolie ou non. Et en l'absence d'asystolie et en présence de malaise, on va plutôt s'orienter vers une hypotension. Alors, on a les données des tilt tests, les données des holters implantables qui permettent, au sein de ces malaises vagaux, de distinguer différents profils, des profils qui vont chacun combiner la composante cardio-inhibitrice, la bradycardie, et la composante vasoplégique, l'hypotension, en sachant qu'on considère qu'il y a
des malaises vagos type 1 qui associent la vasoplégie, alors on voit la fréquence cardiaque qui baisse et la tension qui baisse, les types 2 qui sont plutôt liés à une bradycardie, soit une bradycardie avec des asystolies ou une bradycardie sinusale, donc on a type A, type 2A, type 2B, et puis on a des composantes mixtes à la fois vasoplégiques et bradycardisants, et c'est important ce profil parce qu'on va le voir sur l'actualité des choses, on a un traitement spécifique sur la bradycardie. L'histoire naturelle, donc on sait tous d'expérience sur les consultations que plus souvent on a affaire à des patients jeunes, qu'on a tendance à voir un petit peu diminuer la survenue des malaises vagos avec l'âge venant, mais on sait que dans la population générale, les syncopes avec l'âge augmentent, et donc on a quand même un grand profil de patients à traiter. Les prises en charge, alors on a actuellement des recommandations, mais qui commencent un petit peu à dater. Les recommandations de la Société européenne remontent à 2018, et donc sur la prise en charge, la première chose, c'est l'éducation thérapeutique. C'est l'essentiel de parler avec les patients, leur expliquer qu'il faut maintenir une hydratation suffisante, il faut boire 2 à 3 litres, il faut manger salé, c'est pas commun en cardiologie, mais ici on demande de manger salé. On met des contentions, là encore, pour maintenir la tension. On va essayer de faire ce qu'on appelle la rééducation à l'orthostatisme, donc on demande aux patients de rester adossés matin et soir 5 minutes, d'augmenter toutes les semaines de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, ce qui est au long cours un peu fatigant pour les patients. Puis c'est vrai que 15 minutes ou 40 minutes, le dos contre le mur, on ne sait pas trop quoi faire. Les patients, souvent, on va pouvoir identifier un facteur déclenchant, donc on va avoir des conduites d'évitement, essayer de prévenir les choses. On peut prévenir les choses également avec ce qu'on appelle les manœuvres de contre-pression. Donc chez les patients qui ont la chance d'avoir des signes avant-coureurs, on va essayer d'augmenter le retour veineux. On l'a dit en introduction, c'est un problème de retour veineux, les malaises vagos. Donc on va comprimer les bras, on peut croiser les jambes et comprimer les quadriceps de manière à augmenter le retour veineux. On a des études récentes sur le yoga également qui montrent que le yoga, c'est probablement une activité physique plus agréable et avec une meilleure adhérence que de rester le dos au mur. Et puis l'essentiel aussi chez ces patients-là, c'est la réassurance. C'est-à-dire d'expliquer aux patients le pourquoi de leur maladie, les possibilités de traitement et puis aussi la bénignité des symptômes, même si une perte de connaissance, ça fait toujours peur. Et ne serait-ce que faire ça, déjà, ça permet de diminuer la fréquence des épisodes de syncope. On sait aussi que d'avoir un encadrement par un médecin expert, ça permet de diminuer les syncopes quand on encadre les modifications de mode de vie. Quand on compare à un encadrement par un paramédical, le fait d'avoir un médecin référent, un médecin expert, ça va diminuer par rapport au paramédical le nombre de survenues de syncopes. Le problème de ces syncopes, c'est bien entendu les récidives. Donc, on a un certain nombre d'auteurs qui sont posés sur la question. On sait que les récidives, elles sont liées au nombre de syncopes. Plus on fait de syncopes, plus on en fera, ce qui est un petit peu la palissade, mais toujours bien de le démontrer. On sait que si le patient consulte avec 2 épisodes de syncope qui précèdent la consultation, il y a 22%, donc 1 sur 5 qui va récidiver. Si le patient consulte après 6 épisodes, on va avoir presque 70% de récidive. Et donc là encore, on voit que c'est un facteur important. L'âge du début, là aussi, si ça commence chez les patients avant 18 ans, on a apparemment une prédominance des récidives chez les femmes. L'asthme aussi va intervenir et vous avez ici des scores qui vont combiner les choses qui permettent de prédire un petit peu le risque de récidive. Et actuellement, on a une approche, ici c'est un avis d'expert, ce n'est pas vraiment des recommandations, qui est plutôt phénotypique, c'est-à-dire qu'en fonction de la présentation, l'hypotension, mixte l'hypotension ou la bradycardie, on va proposer un traitement. En somme, chez les patients qui sont hypotensifs au moment des malaises, on va essayer de faire le ménage dans les médicaments. Et puis, éventuellement, si on n'a pas d'amélioration, on va proposer des hypertenseurs avec soit la midodrine, le Gutron, soit le flucotrac, les fludrocortisone, en plus des mesures hygiéno-diététiques qu'on vient d'énumérer. Et en cas de bradycardie, c'est là un peu la nouveauté. Si on fait abstraction de cette entité qui est le BAV idiopathique paroxystique, on va parler de cardio-neuroablation, donc ça c'est la grande actualité. Et puis traîne toujours la discussion du pacemaker avec des indications qui sont toujours un petit peu difficiles à poser chez ces patients. On a là encore des recommandations qui permettent d'encadrer les choses en ce qui concerne la stimulation cardiaque. Donc c'est les recommandations de 2018 qui suggèrent ou qui recommandent de mettre un pacemaker chez les patients de plus de 40 ans qui font des malaises vagos qu'on a pu dire malins, avec des pauses symptomatiques de plus de 3 secondes ou asymptomatiques supérieures à 6 secondes. Des patients qui font des malaises cliniquement vagos
pour lequel le massage du sinus carotidien va reproduire la syncope, là encore des patients de plus de 40 ans, on va proposer légitimement de mettre un stimulateur. Et là encore, l'actualité sur les stimulateurs, c'est les stimulateurs sans sonde. Alors un stimulateur sans sonde, c'est un stimulateur qui est essentiellement simple chambre ventriculaire. Et vous voyez bien que les recommandations parlent de stimulateur double chambre, en tout cas ici. Et donc on voit que même un simple chambre, ici c'est une étude sur 32 patients avec des patients syncopeurs assez sévères, puisque c'est 4 à 6 syncopes par an, donc c'est des patients qui vont récidiver. On voit qu'en réglant le stimulateur avec une fréquence de base entre 35-60 ou éventuellement avec la possibilité d'adapter à la fréquence quand le stimulateur voit la fréquence baisser, il va se mettre un petit peu au-dessus, on a un contrôle des symptômes dans 87% des cas. On a aussi l'espoir de pouvoir implanter tout prochainement, en début d'année prochaine, des stimulateurs sans sonde double chambre, ce qui va encore permettre de proposer à ces patients des modèles un peu plus adaptés et avec moins de risques au long cours liés aux sondes. Et puis la cardio-neuroablation qui est vraiment l'actualité. Cette cardio-neuroablation, elle remonte à un premier papier. Alors on connaissait les frères Brugada, maintenant dans la famille Pachon, donc c'est la famille Pachon mexicaine qui a fait ce papier sur la possibilité d'aller cautériser ces ganglions, ces plexus nerveux au niveau de l'oreillette pour justement essayer de supprimer les afférences vagales et les pauses. On voit que ce premier papier qui a fait date en 2005, il a fallu quand même une dizaine d'années pour voir un engouement avec actuellement une forte demande en formation, une forte demande pour ces nouvelles procédures. Et je vous rappelle ce schéma, on voit que les zones ici sont assez facilement identifiables, sont assez facilement stéréotypées pour nous qui avons l'habitude de faire des ablations dans l'oreillette gauche. Alors vous voyez ici ces images de cartographie avec les zones qu'on va cibler. Donc au niveau de la naissance des veines pulmonaires, vous voyez ici quand on va ablater cette zone-là, alors on ablate soit anatomiquement en disant que c'est par là en général, on ablate en stimulant un peu pour voir si on déclenche des pauses, ou quand on voit des signaux qui sont anormaux, et donc on voit ici en ablatant, on déclenche une pause, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur la zone critique. Les études, malheureusement, il y a pléthore d'études, mais peu d'études randomisées. On voit ici toutes ces études qui sont listées. On a des malaises de type 1, de type 2, donc soit un petit peu mixte, soit essentiellement avec la bradycardie ou les asystolies. On a des résultats qui sont tous très intéressants, puisqu'on a de l'ordre de 85, 90%, 94% de succès ou de contrôle des récidives des malaises vagaux sur un suivi qui reste un petit peu court. En moyenne, c'est un suivi de l'ordre de 1 an. Et puis, on n'a pas de complications, ce qui est quand même très satisfaisant dans ce contexte où on a une population souvent de patients jeunes. On a un seul essai clinique randomisé, qui est celui-ci, qui a été publié très récemment, où il y avait 48 patients syncopeurs. La moitié était traitée par la cardio-neuroablation, les autres, on faisait les recommandations classiques. On voit ici, sur cette courbe de survie, qu'on a 8% de récidives dans la population traitée par cardio-neuroablation, avec un suivi de l'ordre de 2 ans, et on a 54% de récidives sur la population traitée classiquement avec une adaptation hygiéno-diététique. Donc le principe de la cardio-neuroablation, donc il faut identifier quand même ces patients qui font des pauses, soit avec les moniteurs implantables, soit au cours d'un tilt test. Donc on va peut-être obligé d'ouvrir une vacation de tilt test, Estelle et Gilles. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, on a la nécessité de prouver, on sait où est-ce qu'il faut cibler ces zones sur les ganglions. On a des résultats qui sont satisfaisants dans une étude randomisée au moins, et donc on manque un petit peu de preuves. On a aussi des questions sur le suivi à distance de ces patients en termes de récupération nerveuse. Et donc, on a quand même pas mal de perspectives et beaucoup d'attentes de ce côté-là. On peut conclure donc sur la prise en charge des syncopes qu'on reste quand même sur les mesures non médicamenteuses en première intention, la boisson, les contentions. Rassurer le patient, c'est vraiment au centre de la prise en charge. Ça permet, là encore, de diminuer les récidives. Chez les patients qui sont hypotendus, on peut proposer en effet un support thérapeutique avec l'amiodarone ou le fludrocortisone. Et puis chez ces patients qui sont souvent amenés à récidiver, il y a un intérêt des moniteurs implantables parce qu'on sait aussi que la corrélation entre le symptôme clinique et le tilt test n'est pas excellente. C'est-à-dire si on fait une pause de tilt test, on ne la fera pas forcément spontanément lors du malaise authentique. Et donc c'est important d'avoir un moniteur pour le suivi de ces patients, pour guider la thérapeutique. Et puis on voit que
chez ces patients qui ont des formes cardio-inhibiteurs, on a quand même l'espoir d'arriver à éviter de mettre des pacemakers, les complications du pacemaker, et puis à soulager les patients avec ces techniques de cardio-neuroablation qu'on développe actuellement. Merci de votre attention. Merci Xavier. C'est curieux ce terme cardio-ablation, ça fait peur un peu, non? Non. Est-ce qu'il y a des questions pour Xavier? Est-ce qu'on sous-estime la fréquence de ces syncopes? Moi, je pense qu'on est un peu dépourvu de thérapeutique, donc on a tendance un petit peu à être un peu moins vigilant sur les syncopes. Ils repartent tous avec des chaussettes et voilà, c'est ça. Une salière. Action. Je voulais savoir comment ces nodules intervenaient sur le ralentissement du rythme au niveau... Alors, c'est les médiateurs du tonus vagal dont l'effet est de ralentir le rythme cardiaque. C'est les afférences. Au-delà du tilt test, parce que c'est quand même un problème, parce que avoir un tilt test actuellement sur Paris, c'est compliqué, parce qu'il y a très peu de centres qui en font. Est-ce qu'il ne faut pas, et chez quel patient il faudrait mettre des moniteurs cardiaques implantables? J'ai pas l'impression que ça soit vraiment quelque chose qu'on fasse en pratique courante. Les malaises vagaux, on les implante pas d'ILR. Quand il y a une symptomatologie vagale, je veux dire, assez évidente en termes d'habitude, on met les ILR plutôt en termes de diagnostic, pas trop pour orienter la thérapeutique. L'ILR, le moniteur implantable, là, il a un intérêt surtout diagnostique et surtout thérapeutique, puisque c'est là qu'on va avoir une information qui est importante pour guider la thérapeutique, parce qu'on va traquer ce qu'on peut traiter, qui est la pause et la systolie. Et donc c'est important, et je pense que de plus en plus, on a quand même la notion qui apparaît, et on espère peut-être dans les futures recommandations, de guider la thérapeutique sur le moniteur implantable. Donc, un message, ça peut être que les malaises vagaux récidivants, les patients qui sont vraiment gênés, il faut les orienter pour à partir un du ILR, moment, quoi. En effet, où le premier volet, qui est assez classique sur les mesures hygiénodététiques, voire la mise en place d'un traitement hypertenseur de façon un peu empirique, ne marche pas, à ce moment-là, c'est en effet très intéressant de pouvoir documenter les choses sur l'OLTR implantable, puisque on peut présumer que si ces traitements qui visent surtout à améliorer le retour veineux et la composante vasoplégique ne sont pas efficaces, et donc peut-être qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'il y a une pause.